Et on accueille Frédéric Bertrand et Isabelle Fassé, pardon. Fasse. Je sais pas. Prends celui-là, tiens. Prends celui-là, je vais passer celui-ci aux intervenants. Alors. Non, je peux. Ouais. Tu es deux? Eh bien Isabelle, merci, c'est à toi, tu préfères celui-ci? Oui, bonjour, donc Isabelle Fasse, je représente l'école d'architecture, je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Marseille. Et je vais, normalement à l'appui de ma collègue Frédéric Bertrand, mais qui n'a pu être présente, vous présenter en fait des travaux d'étudiants, donc des cas d'usage. Comment nous introduisons, en fait, nous essayons d'introduire à Marseille les SIG à l'appui de QGIS. Donc les écoles d'architecture, c'est des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche qui relèvent du ministère de la Culture. Et depuis quelques années, je pense que depuis 2018, l'enseignement des SIG est recommandé afin que les étudiants puissent développer des compétences sur ces outils permettant de faire de l'analyse à différentes échelles en vue après d'utiliser ces analyses dans le cadre de leur projet. Nous sommes 20 écoles réparties sur tout le territoire et là je vais simplement en fait vous présenter des travaux de l'école d'architecture de Marseille et certains travaux effectués par ma collègue à l'ENSA de Paris-La Villette. Alors, quelle place QGIS dans la pédagogie? Il faut savoir que chaque école a un programme différent. L'organisation de la pédagogie est donc fonction en fait d'objectifs qui sont en lien avec des stratégies nationales. Ces enseignements sont portés par des enseignants qui appartiennent à différents champs. Donc on a les champs de théorie et pratique de l'architecture, les champs liés aux sciences et aux techniques pour l'architecture, c'est des champs liés à la ville et au territoire. Nous, enseignants qui proposons ces outils aux étudiants, appartenons à ce champ qui est sciences et techniques pour l'architecture et nous essayons avec cet outil de faire des liens avec les autres enseignants. Donc en licence, en fait, on essaye d'introduire les SIG et QGIS pour l'analyse en lien avec l'analyse urbaine. En master, on considère que les étudiants ont peut-être, grâce à ces premiers enseignements en licence, un peu plus d'autonomie et vont pouvoir en fait utiliser ces outils dans le cadre du projet pour analyser leur site de projet, créer des cartographies thématiques également dans le cadre de séminaires. Donc les avantages de QGIS pour nous, c'est que chaque étudiant en fait dans l'école dispose de QGIS sur son propre ordinateur. C'est-à-dire que là on commence les enseignements en licence, c'est-à-dire qu'on a 120 étudiants qui ont qui ont installé QGIS à partir de la 3e année, et donc ils le gardent en général jusqu'à la fin de leurs études. Bien évidemment, il faut un accès Internet pour pouvoir gérer les flux de données, et les jeux de données, par contre, eux, sont préparés par nous-mêmes ou alors on les accompagne justement pour la création des jeux de données, qui est l'élément pratiquement le plus complexe. L'objectif, c'est de leur donner beaucoup d'autonomie, parce que si on prend l'exemple en fait de Marseille, en licence, nous avons 2 heures de cours magistraux et 10 heures de TD seulement pour accompagner les étudiants. Autre élément en fait qu'on a mis en place simplement, je ne sais pas si ça peut vous intéresser, mais on a quand même développé, on n'avait plus de salle informatique, mais on a remis en place une salle informatique sans unité centrale, mais uniquement avec des doubles écrans. Et pour QGIS, c'est assez intéressant.
Donc l'apprentissage, il est progressif, il s'appuie principalement sur des TD, mais comme je vous dis, en licence, c'est parfois peu de TD, 10 heures, dans 6 groupes. Dans ces 10 heures, il faut découvrir l'environnement de QGIS, manipuler l'interface, ouvrir et organiser les couches, se connecter aux données géographiques, comprendre les projections, aller dans les attributs, ce qui n'est pas forcément facile pour des étudiants en fait en architecture qui travaillent beaucoup sur la question de la représentation et non sur ce qui se trouve derrière la représentation. Mais après, une fois qu'ils ont compris qu'à partir de ça, ils peuvent faire des analyses spatiales assez simples, à partir de sélection, de requêtes attributaires et spatiales, que tout un travail de symbologie est possible, d'étiquetage, de création de cartes thématiques. Alors à ce moment-là, le gros du travail est fait. Donc c'est un apprentissage par étapes, un apprentissage déjà savoir qu'est-ce que c'est de la donnée, où c'est qu'on peut la trouver, les fournisseurs, connaître ce que c'est un flux. Après c'est un cadrage pertinent par rapport à leur travail. Là également comment on crée des attributs, on trouve des attributs, on les crée, on les met en lien en fait avec les questions de représentation. L'organisation des fichiers, l'ordre d'affichage, les regroupements dans des groupes, les expressions graphiques, les traitements selon les attributs, enfin tout ce que vous connaissez, mais voilà, ça c'est un peu déroulé et surtout ne pas tarder à mettre en page parce que oui, nos étudiants sont des étudiants qui conçoivent et donc qui vont transformer très rapidement la donnée en représentation, ce qui pose un autre problème et dont on pourra parler. Donc là, c'est simplement un exemple en fait d'un travail qui est fait au bout d'une séance de TD, donc de 2 heures, bien sûr qui est très appuyé et très encadré par nous, par des supports, pour pouvoir générer en fait ces éléments. Donc là, on a choisi, on n'a pas choisi Marseille, mais on a choisi Simiane, qui est une petite ville donc au nord de Marseille, avec un passé industriel, et donc où on peut questionner cette ville aussi bien au niveau du relief, de la topographie, mais que de la présence des industries, de l'hygrographie avec les crues, également bien sûr concernant le bâtiment, les matérialités, etc. Donc les étudiants choisissent une thématique et ils la développent. Ce qui plaît beaucoup aux étudiants aussi, c'est tout ce qui est les possibilités en fait de géoréférencer des cartes anciennes. Bien sûr, c'est un peu plus compliqué à mettre en place, mais c'est un travail qu'ils font un peu plus dans le cadre en master, avec aussi la possibilité de faire des blocs diagrammes pour les aider en fait sur une meilleure compréhension de leur site de projet. Donc la topographie est un élément qui est vraiment un socle de base en fait en architecture et en urbanisme, et également c'est un élément important parce que les étudiants sont toujours amenés à vouloir aller très vite de la représentation à la maquette et à la maquette physique. Donc il y a des liens en fait assez récurrents entre maquette numérique et maquette physique sur tous les logiciels en fait que l'on utilise à l'école. Là vous avez juste une carte thématique, donc là c'est pareil, c'est une petite séance sur le centre-ville de Simiane où on peut travailler justement des catégorisations en fonction des matériaux du bâti et puis de la date des différents bâtis. Donc cette constitution de carte d'analyse, elle se fait sur la base de tous les éléments en fait qu'on peut donner à nos étudiants. Donc c'est vrai qu'il y a un gros travail de recherche et de fouille pour trouver de la donnée. C'est sûr que nous, on a la volonté en fait d'essayer de trouver des solutions qui soient open source et open data pour répondre à toutes ces thématiques et que les étudiants puissent s'en emparer dans leurs réflexions et dans leurs projets. Donc si on revient sur cette question de données, alors la donnée c'est aussi quelque chose sur lequel il faut beaucoup parler avec l'étudiant parce que pour lui la donnée c'est tout de suite quelque chose qu'il va embrayer sur une proposition de projet. Or la donnée, on ne peut pas la croiser comme ça, on ne peut pas l'interpréter, l'interpoler très simplement sans savoir ce qu'on fait. Alors on a également des erreurs dans ces interpolations qui sont assez fréquentes et sur lesquelles il faut qu'on fasse attention.
Mais sinon, voilà, j'ai mis ici un peu toutes les sources de données qu'on utilisait, bien sûr celles de l'IGN, BD Topo, BD Alti, le LIDAR, on verra tout à l'heure, la base de données nationale des bâtiments, en fait, qui est une nouveauté pour nous et sur laquelle on essaye de voir comment on va pouvoir s'appuyer sur ces données. Bien sûr, des portails comme Open Data, comme data.gouv, DataSud, OpenStreetMap, qui permet de localiser des éléments présents dans l'espace public. Donc ça, c'est assez important pour nos étudiants quand ils travaillent sur un site et la relation de leur bâtiment avec l'espace public. Et puis aussi, on utilise beaucoup OSM Data pour extraire, enfin leur montrer comment extraire. C'est pas forcément, c'est parfois plutôt didactique, montrer comment on peut extraire des données localisées en GeoJSON et leur import sur QGIS. Bon, comme par exemple l'implantation de lampadaires. Ce que j'ai dit peut-être déjà tout à l'heure, c'est ce qui intéresse beaucoup les étudiants, c'est de passer du numérique au physique pour pouvoir produire de la maquette. Le bloc diagramme, c'est un élément intermédiaire. À partir de ce bloc diagramme, ils ont voilà, la topographie, la hauteur des bâtiments, pas mal d'informations et qu'ils vont pouvoir utiliser après pour piloter des découpes laser, enfin des découpes voilà, des découpes ou des... Ça y est, je ne trouve plus mes mots, enfin tout ce qui va générer voilà, de la maquette 3D. Donc c'est vrai que la question des données altimétriques, les volumétries des bâtiments, les orthophotos, c'est vraiment les éléments que retiennent beaucoup les étudiants et on utilise beaucoup l'extension QGIS ou FreeJS pour cela. Donc oui, ce que vous comprendrez, c'est que pour des étudiants en architecture, ce qui est intéressant, c'est le lien entre les SIG et le BIM, et également la 3D. Donc on essaye de leur montrer comment passer de l'un à l'autre, comment on perd la donnée, comment on perd l'information justement lors de ce passage et comment on la conserve. Il y a certaines subtilités. Alors bien sûr, en 10 heures, on n'a pas le temps de leur expliquer tout ça, donc c'est plus pour les plus motivés, où on va arriver à aller jusque-là. Mais c'est vrai que ce qui est important pour nous, c'est de passer voilà, de cette carte avec l'ensemble de ces attributs vers de la modélisation 3D des bâtiments pour aller vers des logiciels, alors qui peuvent être des logiciels ouverts ou plutôt fermés, de type Blender, SketchUp, Rhino ou des logiciels métiers, donc pour faire du projet comme Revit et ArchiCAD, qui sont des logiciels BIM, donc vraiment les logiciels pour de la production de représentation architecturale dédiée au bâtiment. Donc ça, c'est le flux d'échange. Là, le flux d'échange, il est représenté de manière un peu linéaire. Dans notre objectif, c'est d'avoir un flux d'échange qui soit itératif. Mais c'est vrai que ça pose énormément de problèmes afin de pouvoir, en fonction des objectifs fixés par les étudiants, revenir sur ces différentes étapes et puis peut-être récupérer de la donnée aux différents moments où on en a peut-être perdu parce qu'on n'a pas bien travaillé la symbologie ou ce genre de choses. Les données LIDAR HD, c'est depuis cette année, on va dire tout simplement. Avant, on n'avait pas fait le pas. On ne savait pas si les machines des étudiants tiendraient, si on ne savait pas trop. Enfin, on a découvert aussi en testant. Et puis en testant, on s'est rendu compte que c'était ça marchait très très bien, que les étudiants en fait y voyaient un grand intérêt pour produire justement leur coupe paysagère. Et la coupe, c'est un élément en fait de représentation en architecture qui est assez important pour toutes les questions liées à l'environnement et puis les questions liées voilà, aux ambiances, bâtiments et environnements proches, masques solaires, etc., etc. Donc ils y voient une grande utilité. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'ils passent très vite de cette représentation-là à une représentation architecturale, c'est-à-dire qu'on oublie derrière, c'est des points, on oublie un peu derrière qu'il y a de la sémantisation, etc. Mais bon, ça... QGIS, alors là c'est une expérience qui est menée en fait en atelier de projet, parce que là tout ce que je vous ai présenté jusqu'ici est adossé à de l'analyse urbaine, mais n'est pas dans l'analyse urbaine parce qu'on n'arrive pas, enfin c'est difficile d'enseigner
dans un autre enseignement qui serait peut-être plus adapté, qui c'est sur la vie des territoires. Donc c'est vraiment un enseignement du champ dit informatique, on va dire ça. Mais dans certains cas, on arrive à intégrer en fait cet enseignement dans le cadre d'ateliers de projet, comme c'est le cas ici. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'en superposant justement la base de données des bâtiments et des zonages du PLUI, on peut accompagner en fait les étudiants vers une meilleure compréhension non seulement du site, mais également des différents acteurs, services de l'État, collectivités locales, agences d'urbanisme, par le fait qu'il y a un ensemble de données ouvertes géographiques qui soient diffusées par ceux-ci. Donc c'est vrai que la superposition des données ici, elle permet de faire émerger quelque chose encore un peu différent, c'est le contexte opérationnel et réglementaire dans lequel s'inscrit un projet. Mais bon, voilà, ça c'est des interventions ponctuelles, il y en a d'autres, hein. On ne vous montre pas tout, on vous montre juste celles sur lesquelles auxquelles on a participé. Ça c'est un travail d'un étudiant en fait en séminaire et en recherche, là simplement en s'appuyant sur un géocodage, il a pu réaliser une carte qui permet une lecture spatiale des œuvres d'un architecte. Donc pour conclure, ce qu'on peut dire, c'est que les étudiants, ils apprécient énormément QGIS et ils s'approprient progressivement son usage, hein, surtout en licence et puis après en master, une fois qu'ils ont un peu plus d'autonomie. Bon, après c'est difficile de pouvoir les suivre quand on n'a pas d'heures dédiées. Bon, après, on a quelques interrogations. Je pense que peut-être par rapport à la présentation précédente, la question de la collaboration est quand même aussi un élément important du métier de l'architecte. Donc un chat, pourquoi pas, dans notre enseignement, si c'était possible. Sinon, les autres questions, c'est quels usages pédagogiques faire d'une base de données nationale des bâtiments. Ça, on est en train de se poser la question pour voir comment on peut mieux intégrer en fait ces informations. Les incidences du référentiel national des bâtiments, quelles seront-elles? Et bien évidemment, là, comme on l'a vu, aller un peu plus loin sur le croisement entre LIDAR, relevé 3D, c'est-à-dire tout ce qui est photogrammétrie aussi, qui sont des éléments de relevé au niveau du bâtiment, sur lesquels il y a aussi de l'organisation, classification de données, et on aimerait pouvoir travailler sur des croisements, et également avec le BIM. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions? Je vois des mains qui se lèvent. Les micros arrivent. Bonjour, merci beaucoup pour cette présentation. Une question sur les usages 3D. Est-ce que ça purement pour la visualisation ou est-ce qu'il y a un usage derrière au-delà de la visualisation? Non, il y a un usage derrière au niveau sur les ambiances, par exemple. On peut après travailler avec des logiciels comme Playad Comfy qui vont nous permettre de faire des calculs d'apport solaire ou des simulations en fait de parcours du soleil. On peut après aller vers des logiciels de thermique. Il y a beaucoup de choses. Non, l'objectif c'est pas de s'arrêter sur de la visualisation, au contraire. Bonjour. J'avais une question, là du coup si j'ai bien compris, c'est assez récent l'intégration de QGIS dans le cursus. Alors les SIG ça fait très longtemps, alors okay. C'était pas QGIS, là okay. QGIS c'est depuis 2018, c'est pas long en fait, c'est un programme et un programme ça a le temps de se mettre en place, c'est pas long, ouais. C'est récent. Et non, la question que j'avais c'était plutôt, en archi je suppose qu'il y a énormément de logiciels différents à utiliser pour pas mal de problématiques différentes. Et comment est-ce que QGIS s'insère là-dedans? Est-ce que c'est plus ou moins facile de faire justement des liens entre les données, que ce soit sur QGIS, puis après dans d'autres, là on parlait de la 3D, mais dans d'autres logiciels. Alors, par la suite? L'étudiant est toujours obligé de passer par une analyse de son site, hein, et une analyse aussi à l'échelle du territoire, ne serait-ce que pour savoir les ressources. Actuellement, c'est quand même un enjeu primordial, savoir avec quoi on va construire, quelle technique de construction, quels sont les acteurs, comment ils sont situés sur le territoire. Donc en fait les SIG maintenant sont devenus incontournables. Le tout c'est que nous il faut, parce que c'est vrai que nous enseignants, en tout cas moi je viens du BIM, je ne viens pas des SIG.
Donc j'enseigne les SIG parce qu'il me semble que c'est important en fait que le BIM se nourrisse de ces informations-là. Mais enfin, ça, on le sait depuis quelques années. Hein. Et cette convergence, on essaye à notre niveau d'essayer de la renforcer pour permettre aux étudiants en fait de travailler à toutes les échelles. Ils ne travaillent pas uniquement à l'échelle du bâtiment. Mais par contre, c'est vrai que c'est bête de perdre des données en fait à une échelle de la ville et de ne pas pouvoir la réinterroger au prisme d'une autre échelle du bâtiment. Mais les BIM sont des systèmes d'information comme les SIG, donc il y a des choses qui sont un peu voilà, sur lesquelles on peut rebondir. Oui, bonjour, j'avais juste une remarque plus qu'une question. Oui. C'est par rapport à l'utilisation des données OpenStreetMap. Donc moi j'interviens en formation à l'Université de Montpellier, je fais un peu le même genre de choses. Bon, c'est pas des architectes, hein, c'est des géomaticiens. Mais je leur fais utiliser de la donnée OSM. Vous avez parlé du fait de leur faire récupérer la donnée sur OSM Data. Donc ça, c'est vraiment la solution ultra facile, c'est déjà extrait. Mais il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de montrer comment extraire soi-même la donnée de POSM, notamment avec le plugin QuickOSM qui est dans QGIS. Alors, je suis d'accord avec vous, mais je vous ai dit 10 heures. Après, voilà. c'est avec le plugin QuickOSM, la dernière version, il n'y a même pas besoin de connaître les tags, c'est vraiment très simple quoi, dans l'interface. Là, je vous avoue qu'on a même besoin, nous, en fait, c'est tellement énorme qu'on a besoin, nous, en fait, d'avoir ce genre de retour pour peut-être améliorer voilà, des Si éléments vous avez de des questions, pédagogie. n'hésitez pas à venir, on peut en discuter. Le développeur de QuickOSM est dans la salle, hein, en plus. D'accord. Ça balance. Est-ce que de l'autre côté, il n'y a personne? Bonjour, moi c'était un peu dans la même logique que les deux premières questions. C'était de savoir en fait si les étudiants arrivaient facilement à utiliser les données 3D sur Blender, Archicad ou dans d'autres types de logiciels, parce que je sais que par expérience c'est assez compliqué. Oui. Et je voulais savoir aussi si c'était possible que vous rajoutiez éventuellement, vous parliez de plusieurs types de logiciels que vous utilisiez en parallèle, si vous pouviez les rajouter. Juste pour avoir les noms, vous parliez de l'incidence du soleil sur les bâtiments, les choses comme ça qui peuvent être intéressantes pour, je pense, pas mal de cabinets. Alors, là c'est vrai qu'on a différents types de logiciels en fait qui sont sur Blender. De toute façon, il y a des moyens de faire des simulations en lumière avec de l'illumination globale. Il y a différentes solutions. Après, là, si on passe sur des logiciels payants, on a aussi des solutions qui vont nous permettre, mais je ne vais pas faire de la pub, j'ai donné le nom tout à l'heure, mais on pourra en parler si vous voulez. Mais c'est plus facile de dire QGIS que les autres noms de logiciels, pour nous, en tout cas. D'autres questions? Ok, merci beaucoup.